Bonjour à tous. Je vous laisse intégrer petit à petit le webinaire. Il va démarrer dans une minute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ce premier webinaire consacré aux actualités sociales de ce début d'année 2025 et aux évolutions de SILAE dans votre gestion paye et ressources humaines de vos restaurants. Nous allons vous accompagner pendant les 40 prochaines minutes pour vous donner les grands axes de la réglementation de ce début d'année 2025 et vous apporter quelques informations sur les évolutions de SILAE pour le traitement de vos payes. Comme vous le savez, la loi de finances a été particulièrement longue cette année à être adoptée et il reste encore quelques interrogations, mais nous avons depuis quelques mois quelques précisions en termes de paye et ressources humaines importantes à vous apporter. Nous voulions aussi vous expliquer quelques nouveautés conventionnelles et de fonctionnement de votre outil de paye SILAE. Mais avant toute chose, nous allons nous présenter. Je m'appelle Florence Laville, je suis manager paye et avec une expérience de plus de 24 ans dans le métier de la paye et des ressources humaines. Je suis actuellement responsable du pôle junior et du pôle McDo au sein de mon pôle paye depuis plus d'1 an. Pour ceux d'entre vous qui êtes là depuis longtemps, j'ai pris la suite d'Aline Le Scavarec. Maud Martinez et Caroline Gianna m'ont aidé à préparer ce webinaire, toutes deux gestionnaires de paye confirmées depuis 4 ans et faisant partie du pôle McDo. Elles ont d'ailleurs la gestion de certains de vos dossiers au quotidien. Ce sont vos contacts réguliers. Mon pôle paye est une filiale du groupe FGC, cabinet comptable varois qui a été fondé il y a plus de 60 ans. Et mon pôle paye, c'est un pôle social composé d'une vingtaine de collaborateurs, tous spécialisés en droit du travail, en droit de la sécurité sociale, ainsi qu'en gestion de la paye. Nous offrons également des missions d'optimisation via les audits pour vous accompagner et sécuriser vos procédures. Et enfin, mon pôle paye est un organisme de formation agréé certifié Calliope. Nous vous proposons donc des formations adaptées à tous les niveaux et aux besoins spécifiques de chacun pour vous permettre de monter en compétences. Vous avez d'ailleurs à l'écran nos différents sites internet, notre blog, ainsi que nos différents liens pour LinkedIn et Facebook. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points qui nous paraissaient importants dans votre gestion quotidienne de vos payes de ce début d'année. Nous verrons tout d'abord les actualités légales marquantes et instaurées par la loi de finances et qui ont un impact direct sur vos payes. Dans une seconde partie, nous allons aborder les particularités de votre convention collective et quelques particularités d'utilisation d'Easy at Work. Ensuite, nous explorerons avec vous les évolutions fonctionnelles de SILAE pour vous faciliter votre gestion RH au quotidien. Et enfin, nous terminerons par un point important en ce début de printemps et ce mois d'avril, vos DSN d'avril devant contenir la déclaration de travail handicapé et le versement du solde de la taxe d'apprentissage. Nous espérons que cette présentation vous apportera des éclairages utiles et vous aidera à mieux comprendre et appliquer ces règles dans le cadre de votre activité. Nous vous invitons donc à poser vos questions dans un espace dédié sur votre interface. Vous avez un petit module questions-réponses qui vous permet de formuler vos demandes. Nous n'y répondrons pas dans le cadre du webinaire, mais nous prendrons le temps postérieurement à étudier l'intégralité de vos demandes et nous vous publierons nos réponses via le blog Mon Pôle Paye et on vous informera quand les réponses seront disponibles. N'hésitez pas d'ailleurs, via cette interface, à nous faire des suggestions, des thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions dans un prochain webinaire qui sera consacré à votre secteur d'activité. Nous pensons faire un dès le mois de juin, donc n'hésitez pas à nous soumettre vos demandes. Commençons donc tout de suite par les actualités légales marquantes.
Premier point important dans votre gestion de paye concerne les apprentis. La loi de finances 2025, dans ses articles 22 et 23, a désormais abaissé le seuil d'exonération sur la rémunération des apprentis. Jusqu'à présent, l'apprenti était dispensé de cotiser en tant que salarié à l'intégralité des cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC. En gros, jusqu'à 1 424 €, il n'avait pas de précompte de cotisation salariale. Et au-dessus, il avait le précompte de ses cotisations, mais restait exonéré de CSG-CRDS. La nouveauté de cette loi de finances, c'est que pour tous les contrats qui sont conclus depuis le 1er mars, donc ça veut vraiment dire que dans votre société, il va y avoir deux gestions. Les apprentis dont le contrat a été souscrit avant le 1er mars et les nouveaux apprentis depuis le 1er mars. Le seuil d'exonération va baisser à 50%. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, désormais, le seuil de rémunération est de 901 € et non plus 1 424. Et la fraction des rémunérations qui va être supérieure à ces 901 €, va être soumise intégralement à toutes les cotisations salariales, y compris la CSG-CRDS. Donc, ça va impliquer deux systèmes distincts de rémunération. Les apprentis dont le contrat avait débuté avant le 1er mars, les apprentis dont le contrat débute au 1er mars. Et pour des mêmes formations et des mêmes taux de rémunération, les deux vont avoir un net à payer distinct, puisque certains vont cotiser seulement à partir de 1 424 € et d'autres à partir de 902 €. La CSEG étant désormais précomptée pour toute rémunération supérieure à ce nouveau seuil, ça va impliquer que dans votre vérification de charges, au moment de vos DSN, vous soyez vigilant sur le calcul de l'assiette de la CSG, qui jusqu'à présent n'incluait pas la rémunération des apprentis, et là va devoir inclure la quote-part supérieure à 901 € pour les apprentis dont le contrat a débuté au 1er mars. Une autre nouveauté légale importante dans votre gestion paye au quotidien et en termes évidemment de charges supplémentaires pour l'employeur, c'est l'abaissement du plafond de l'indemnité journalière sécurité sociale. Je m'explique. Quand un salarié est malade, vous déclarez à la sécurité sociale ses 3 derniers mois de salaire. On en fait une moyenne, on établit un gain journalier et en gros, le salarié va percevoir 50% de ce gain journalier. Pour autant, la moyenne des 3 derniers mois est plafonnée. C'est-à-dire que si on gagne 5 000 €, ce n'est pas ça qui va servir à faire le calcul de l'indemnité journalière. Donc, depuis des années, le plafond est à 1,8 SMIC. À compter des arrêts qui débutent dès ce 1er avril, le plafond tombe à 1,4 SMIC. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a un salaire un peu important percevait jusqu'à présent, s'il était malade, 53,31 € par jour de la part de la sécurité sociale. Il va désormais percevoir seulement 41,47 €. La conséquence pour vous en tant qu'employeur, c'est que si ce salarié est en droit de bénéficier d'une garantie de maintien, votre maintien employeur, qu'il soit de 100%, 90%, les 2/3, est toujours déduction faite des IJ que le salarié perçoit. Étant donné qu'à partir des arrêts d'avril, il va percevoir une valeur d'IJ moindre, votre maintien va être augmenté en conséquence. L'autre conséquence, c'est pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier d'un maintien. Ils vont désormais avoir une indemnité journalière moins importante. Toujours bien retenir que ceci n'a un impact que pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 1,4 SMIC. Une autre grande nouveauté en termes de charges, de coûts et de calculs concerne la mise à disposition des véhicules par l'entreprise et ayant un usage personnel pour les salariés, ce qu'on appelle l'avantage en nature véhicule. Jusqu'à présent, vous aviez un barème que vous pouvez retrouver auprès de l'URSSAF en fonction, le véhicule est acheté, loué, à plus ou moins de 5 ans, qui correspondait, on partait de 9% pour juste un véhicule acheté neuf sans prise en charge du carburant et ça pouvait aller jusqu'à 40% pour un véhicule en leasing avec prise en charge de carburant. Vous voyez dans le slide à l'écran que les coûts et les pourcentages sont fortement augmentés. Donc, pour le premier coût de base, à savoir un achat à moins de 5 ans sans prise en charge de carburant qui était à 9 jusqu'à présent, vous passez à 15%.
Et le plus significatif, c'est le leasing, enfin le LOA, avec prise en charge du carburant par l'employeur. De 40%, vous allez passer à 67% pour le calcul de l'avantage en nature véhicule. Il y a une grande incertitude quant à quand appliquer ce nouveau calcul. Le boss est venu clarifier la position du texte clairement. C'est réellement la date de mise à disposition du véhicule qui va engendrer que l'on continue l'ancien calcul ou que l'on applique le nouveau. Je m'explique, un salarié qui bénéficiait depuis 4 ans d'un véhicule mis à sa disposition, qu'il utilise à usage privé, est toujours et restera calculé avec les anciens systèmes de calcul, les anciens pourcentages. Un salarié qui rentre dans l'entreprise à compter du 1er février, à qui on alloue un véhicule, devra être forcément calculé avec le nouveau barème. Et enfin, un véhicule qui était alloué à un salarié qui quitte l'entreprise au mois d'avril, ce véhicule qui était là depuis longtemps auprès du salarié bénéficiait de l'ancien calcul de la haine. Il est mis à disposition ce véhicule parce que le salarié est parti à un nouveau salarié. Et ce nouveau salarié va devoir avoir sur sa paye un avantage en nature calculé avec les nouvelles modalités, puisque sa mise à disposition à cette personne, bien que ce soit le même véhicule, est faite postérieurement au 1er février. N'hésitez pas, si vous avez un doute sur ces calculs, à vous rapprocher à la fois de vos contacts comptables ou du pôle paye. Nous vous aiderons à faire la bonne application dans vos payes. Une autre nouveauté légale conséquente pour les hauts salaires en termes de contributions supplémentaires patronales va concerner ce qu'on appelle les cotisations supplémentaires maladie et allocations familiales. À ce jour, ces cotisations ne vont se déclencher que si votre salarié dépasse en termes de rémunération 2,5 SMIC ou 3,5 SMIC. À compter de janvier 2025, les seuils se voient abaisser. Il faut atteindre 2,25 SMIC pour que la complémentaire maladie se déclenche et 3,3 SMIC pour que la contribution complémentaire patronale de l'allocation familiale se déclenche. La conséquence directe va être surtout sur vos salariés avec des salaires importants, vos directeurs de restaurant, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, ne se déclencher la première des cotisations que si on avait un salaire supérieur à 4 505 €. Désormais, tout salaire supérieur à 4 054 € impliquera le déclenchement de la première contribution supplémentaire. À savoir et à vérifier pour 2026, mais c'est prévu dans la loi de finances 2025, il devrait y avoir une suppression complète de cette réduction de taux et tout le monde cotisera a priori plein pot. À suivre. Et enfin, dans les projets pour 2026, il est question d'une reconfiguration totale de la réduction générale des cotisations patronales. On ne sait pas encore à quelle sauce et ce qui va rentrer dedans, mais voilà, ils sont sur le projet. D'ailleurs, par rapport à cette réduction générale de cotisations, pour 2025, encore une nouveauté, qui est un surcoût malheureusement pour l'employeur. Dans son article 18, la loi de finances implique que désormais, dès que vous allez verser de la prime de partage de la valeur, elle devra rentrer pour son montant dans l'assiette de rémunération annuelle. Donc, pour rappel, la réduction générale de cotisation va faire un ratio sur le SMIC fois les heures de la personne sur la période rapportée à sa rémunération. Cette rémunération, jusqu'à présent, c'était le brut, vraiment le salaire brut. À compter de janvier 2025, si l'employeur verse de la PPV, certes, elle est exonérée de charges, elle est exonérée d'impôts, dans une certaine mesure, avec les conditions obligatoires, mais elle rentre dans l'assiette de cette réduction générale des cotisations. Donc, ça sous-entend techniquement que vous souhaitez en verser dans l'été ou en décembre. Les payes vont se calculer avec vos réductions classiques, la formule n'a pas changé. Et à partir du moment où vous versez cette prime, comme ce montant va être intégré dans l'ajustement de la rémunération annuelle, ça peut potentiellement engendrer une obligation de diminution de la réduction, voire de perte, et même de rembourser à l'URSSAF des réductions perçues sur les mois précédents.
S'il automatise évidemment cette prise en compte dans sa formule, pas de problème. À partir du moment où vous utilisez les bonnes rubriques pour verser cette PPV, il n'y aura pas de souci de ce côté. À ce propos d'ailleurs, je reviens juste au précédent. Si vous avez besoin qu'on fasse un petit audit prévisionnel de ce que coûterait le versement d'une PPV dans l'année 2025 en comparaison de la perte éventuelle de la réduction générale des cotisations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. On vous accompagnera sur cette estimation. Nous allons passer aux particularités vraiment conventionnelles et non plus légales, donc liées à la restauration rapide et aux usages McDo en général. Un point important qui était à noter, jusqu'à présent, vous aviez dans votre convention collective des clauses particulières sur les périodes d'essai qui étaient un petit peu perturbantes puisque ça séparait la notion d'employé, d'ouvrier. Ça impliquait une certaine catégorie qui enclenchait 1 mois ou 2 mois. Bon, c'était un petit peu compliqué à suivre. Depuis le 8 novembre 2024, un avenant est venu clarifier complètement cette situation. Ça a permis d'être mis en conformité aussi avec la loi. Donc, il n'y a plus de notion d'ouvrier, il n'y a plus de notion de classification dans la population non cadre. Tous les employés bénéficient de 2 mois de période d'essai qui sont potentiellement moindres si vous le souhaitez, mais au maximum 2 mois. Et pour rappel, la convention ne prévoyant pas de renouvellement possible, il n'y en a pas, même si la loi, elle, dit que ça peut être possible. Pour rappel, c'est possible uniquement si la convention le prévoit. Donc, tous vos équipiers doivent avoir dans leur contrat de travail au maximum 2 mois de période d'essai. Une particularité, effectivement, alors c'est pas tellement conventionnel, mais c'est d'usage dans la gestion de vos congés payés. On a remarqué en échangeant, soit au moment des payes, soit de manière générale lors de la mise en place des dossiers, que c'était assez flou et différent selon les franchisés de gérer la pause d'un congé payé quand il tombe sur un jour férié calendaire. On a constaté et on a recensé 3 méthodes bien distinctes. La première, ceux qui appliquent strictement la loi, à savoir c'est au plus favorable, pas de décompte de congé payé quand il tombe sur un jour férié. Aussi simple que ça. D'autres décomptent un CP sur le jour férié quand ils tombent sur ce qu'ils estiment être un jour habituellement travaillé. C'est-à-dire que l'équipier aura été planifié pour travailler le 8 mai, le 15 août, le 14 juillet. Et donc, en conséquence, s'il prend une semaine de vacances à cette période-là, étant donné qu'il était planifié et considéré comme habituellement travaillé, alors on lui décompte un CP. Et le fondement juridique, c'est une circulaire de 1937 qui met en avant cette notion de habituellement travaillé ou pas, permettant le décompte d'un CP. Enfin, certains d'entre vous appliquent ce qu'on appelle la méthode McDo France, qui, elle, préconise 2 choses. La première, ne pas décompter de congé sur le férié, mais pour autant reporter d'1 jour ouvrable supplémentaire la fin de la période d'absence de la personne. Donc, pour vous donner un exemple de ce que préconise McDo France, le salarié qui pose une semaine de congé la semaine du 5 au 11 mai 2025, à l'intérieur, il y a le jeudi 8 mai qui est férié. Théoriquement, si on fait une application légale, on ne va décompter que 5 jours ouvrables puisque le jeudi 8 mai n'a pas à être décompté. McDo France dit OK, on ne décompte pas le 8 mai. Pour autant, la personne ne reviendra à son poste que le mardi 13. On va proroger son absence jusqu'au lundi 12 afin que l'on tombe sur 6 jours ouvrables pleins pour la pause d'une semaine de congé. Qu'est-ce que dit votre convention collective? Réellement, dans le texte, elle ne dit rien par rapport à la notion de congé payé, férié, décompté, pas décompté. Rien n'est prévu. Elle ne prévoit que l'indemnisation du jour férié travaillé avec la majo à partir du moment où on a bien 8 mois d'ancienneté. Alors, on bénéficie de la majoration si on travaille ce jour-là. En conséquence, quoi appliquer? Eh bien, nous avons fait un point avec Oriane Roux, notre juriste, et évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, puisque chacune a bien un fondement.
L'un, c'est la loi, l'autre, c'est une circulaire, et enfin, la troisième option, c'est la position McDo-France. Nous, ce que nous vous conseillons, c'est de toujours bien appliquer la même méthode pour l'ensemble de votre personnel. Donc, le cas où vous appliquez le système de la circulaire uniquement si c'est planifié, alors je vais aller décompter le jour en congé, mais son collègue qui n'est pas planifié et qui prend la même semaine, lui, va avoir 5 jours ouvrables alors que son copain va en avoir 6. C'est pas très juste. Il faut toujours avoir en tête de veiller au plus favorable pour son salarié, quelle que soit la gestion RH paye que vous abordez. Et c'est pourquoi nous préconisons et vous conseillons la première méthode, et qui sera la plus simple à gérer, au plus favorable. Voilà. D'autant plus qu'un salarié qui, à ce jour, en avril, vous pose ses congés pour le mois d'août, par exemple, et il y aura la période du 15 août dans sa pause de congé. Pour autant, à ce jour, vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà planifié qu'il était censé travailler ou pas. Voilà, donc c'est peut-être une méthode la plus simple. Alors certes, ça permet aux salariés de ne pas avoir de CP décompté ce jour-là, mais enfin, c'en est qu'un. À voir en interne ce que vous souhaitez faire. Nous souhaitons aussi aborder avec vous un petit problème récurrent dans la gestion des repas. Easy at Work vous propose 2 méthodes pour saisir vos repas, enfin du moins les incrémenter et les faire retomber après dans la paye par l'import du fichier, à savoir la saisie manuelle au réel. Il y a un ticket, je conditionne, je coche, il en a un ce jour-là ou il en a 2, et vous le faites au jour le jour en fonction de ces critères-là. Ou alors, il vous propose une gestion automatique. Donc l'automatique va permettre à Easy at Work, d'incrémenter, dès qu'il perçoit une période de travail supérieure à 5 heures, un repas. Nous attirons votre attention qu'il serait préférable de faire au réel. De nombreux contrôles URSSAF précédents sur des franchisés ont vu des redressements en conséquence, puisque le contrôleur estime qu'on attribue un repas uniquement s'il y a bien un ticket au nom du salarié en face de ce repas. Et quand certains franchisés optent pour l'automatique, je ne suis pas certaine que soit bien vérifié le fait qu'il y ait bien un ticket en face de cet automatisme. Le problème avec Easy at Work, c'est ce que vous nous avez fait remonter, c'est que c'est chronophage de gérer au réel. La saisie manuelle, a priori dans l'outil à ce jour, peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas à ce jour, est extrêmement long. Le passer d'une page à l'autre, d'un jour à l'autre, salarié par salarié, ça fait perdre un temps fou. Donc, on a fait le point avec certains franchisés qui, eux, le tiennent sous Excel à part. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de leur tenue, de leur vérif. Et nous avons mis en place une petite matrice d'import pour vous éviter de ressaisir à nouveau dans votre outil SILAE les repas que vous avez comptabilisés dans Excel. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter d'ici quelques jours pour que je vous développe dans votre SILAE à vous sur vos dossiers le petit fichier d'import supplémentaire. Donc, en plus du CDH et de l'indicateur paye et du fichier Excel des absences, vous aurez un troisième petit module dans vos imports qui s'appellera les repas et qui vous permettra de récupérer les données que vous avez dans votre tableur Excel de suivi. Voilà pour les parties conventionnelles. Nous allons passer aux parties nouveautés fonctionnelles de SILAE. Donc, SILAE paye, toujours dans un souci de vous permettre d'optimiser à un seul endroit toutes vos obligations paye, RH, déclaratives, de suivi, à développer des modules qui vous permettent d'avoir en direct quasiment le taux de prélèvement à la source réelle du salarié nouvellement embauché. Pour rappel, le taux passe nous retombe dans l'outil de paye uniquement quand un salarié est déclaré dans une DSN mensuelle de cotisation. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une paye calculée et donc la DSN les 15 jours du mois qui suit. C'est traité par tous les organismes, dont la DGFiP, qui nous retourne par fichier crypté un CRM, un compte rendu métier, et qui retombe dans la paye à venir. Donc ça met à jour les taux régulièrement grâce à ce système. Mais quelqu'un qui rentre en début de mois ou en cours de mois, nous n'avons pas son taux et nous n'avons évidemment pas
de retour automatique de la DGFiP. Jusqu'à présent, on avait un outil via NetEntreprise qui s'appelait le dépôt de fichiers Topaz, qui permettait de solliciter la DGFiP via NetEntreprise, de demander de recevoir ces taux, d'aller chercher le fichier, de l'incrémenter dans Silae. C'était un petit peu fastidieux. La fonctionnalité Topaz disparaît de NetEntreprise en 2025 et donc Silae a anticipé et a mis en place un système d'échange de flux automatique qu'on appelle le SADV 01 et qui va nous permettre de récupérer dès l'embauche, dès le moment où on crée la fiche du salarié et qu'on fait sa DPAE, on va pouvoir avoir 48 heures après maximum le CRM venant de la DGFiP avec le taux personnalisé du nouveau salarié et du coup, la première paye sera correcte avec le choix que le salarié aura fait auprès des impôts. Vous avez deux options. Les deux options vont dépendre de si vous effectuez vos DPAE depuis Silae Paye ou directement sur le site de l'URSSAF. Je vais vous montrer les deux options. Moi, je vous préconise vraiment la première, à savoir de faire vos DPAE depuis l'interface Silae. Vous allez voir pourquoi. Quand vous faites une DPAE via l'interface Silae, donc pour rappel, sur le bandeau à votre droite de l'état d'avancement, vous avez l'onglet DPAE et vous pouvez la générer. Vous la confirmez. Quand elle est confirmée, une nouvelle fenêtre s'ouvre, un petit message d'alerte qui vous propose, si vous souhaitez envoyer la SADV 01, embauche effective de l'individu. En cliquant oui, ça vous ouvre une fenêtre qui vous permet juste de contrôler le nom, le prénom, le NIR, la date d'embauche. Vous fermez, le module SADV se lance, vous le validez et c'est fini. Quelques jours après, vraiment 48 heures maximum après, vous avez automatiquement le Topaz qui est retombé dans l'interface Silae. Alors, c'est transparent pour vous. Et dans la paye à venir que vous allez calculer, automatiquement, la personne aura son taux personnalisé. Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser Silae pour faire leur DPAE, vous allez quand même pouvoir faire tourner ce SADV 01, mais de manière autre, pas par le biais de la DPAE. Pour ça, il faudra utiliser l'outil que vous avez en haut de vos fonctionnalités de l'état d'avancement qui s'appelle DSN. Vous cliquerez sur la petite flèche à côté, le menu déroulant s'ouvre et vous irez chercher DSN signalement ADV. Vous choisirez le mois sur lequel vous souhaitez récupérer des Topaz. Souvent, c'est le mois en cours, puisqu'on est en train de préparer les embauches et les payes sont à venir. Vous sélectionnerez le 01, embauche effective de l'individu. Vous sélectionnerez le ou les individus que vous souhaitez et vous lancerez l'envoi. Ça tourne un petit peu, ça vous fait une petite moulinette, ça vérifie qu'il n'y a pas d'erreur bloquante et ensuite vous validez et c'est fini de la même manière. Donc si vous préférez une gestion globale, c'est-à-dire pas au cas par cas, de cette récupération des taux de prélèvement à la source, mais vous pouvez aussi vous conditionner tous les 25, 26 de chaque mois. Vous faites en une fois pour toutes les embauches qui sont survenues depuis le premier, cette petite moulinette. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr que dans les payes du premier à venir, tout le monde aura le Topaz le plus ajusté à son cas personnel. Voilà pour les Topaz. Nous souhaitions vous parler et vous montrer, pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore pu être formés dessus ou n'en ont pas vu l'utilité, vous alerter sur le suivi des CRM identité. Les DSN contiennent toutes les données personnelles des salariés, sont transmises à tous les organismes sociaux, à l'État, et sont là aussi pour contrôler l'obtention des droits de chaque personne. Si nous avons dans notre outil de paye des erreurs de numéro de sécurité sociale, de date de naissance, de nom, de prénom, surtout de nom ou d'inversion nom-prénom, ça a des conséquences pour les salariés quand ils veulent faire valoir certains droits. Il y a un bug, ils sont mal reconnus, donc les données de paye ouvrant les droits ne retombent pas et donc il faut faire les mises à jour. Silae a optimisé cette alerte pour nous, gestionnaires paye, en nous mettant vraiment à l'ouverture du dossier un encart qui nous fait savoir si, par le dépôt de la dernière DSN, on a rencontré entre eux et nous des différences. Donc, il vous ouvre une alerte. Vous n'êtes pas obligé de la traiter, ce n'est pas parce que ça s'ouvre que vous devez la traiter tout de suite, mais vous pouvez parfaitement déjà la traiter à l'ouverture en cliquant sur « Traiter le CRM identité ». Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas le traiter à l'ouverture de votre dossier, mais quand vous en avez le temps, retrouver le suivi des CRM sur le bandeau à droite de votre écran, de l'état d'avancement,
le suivi des CRM. Grâce à ça, vous allez avoir de la part de Silae une espèce de listing qui va vous permettre de reconnaître la personne et d'avoir des données qu'on appelle déclarées, qui sont celles que nous avons dans notre outil de paye, dans la fiche du salarié, c'est-à-dire nos propres saisies. Et à côté, vous allez avoir les données références. Ce sont celles que l'État connaît de par son fichier national des individus. Souvent, on a des erreurs de frappe, de doublement de lettres, d'inversion nom-prénom, de date de naissance où le premier jour, il est resté 01 au lieu d'être la réalité du 15, du 25, de la vraie date de naissance. Il est important de mettre à jour, et il est obligatoire de mettre à jour chaque mois avant vos payes. Donc vraiment, votre deadline, c'est avant de faire vos payes. Traitez vos CRM si vous ne les avez pas fait à chaque ouverture d'Oscillae. La première chose à faire, c'est pas de rectifier ce que l'État vous dit. Il faut d'abord vérifier ce que vous avez comme acte officiel concernant nom, date de naissance et numéro de sécurité sociale. Donc, on va à la source, à savoir, pour le nom et la date de naissance, on se réfère au passeport ou à la carte nationale d'identité. On regarde ce qui est inscrit dessus et on vérifie ce qu'on a saisi, nous, dans Silae. Soit, effectivement, on a fait une erreur de frappe, donc on rectifie. Soit il n'y a pas d'erreur. L'acte officiel est bien ce que nous avons saisi dans Silae. Ça sous-entend que c'est le salarié, lui, dans ses démarches personnelles, qui a fait une erreur vis-à-vis de l'État, souvent en créant son compte Amélie, en frappant ou en tapant des inversions de lettres. Et donc, dans ces cas-là, vous avertissez votre salarié, vous lui indiquez qu'on a un retour d'anomalie et que contrairement à son acte officiel, ça vient de lui a priori, et donc c'est à lui de faire le nécessaire. Vous ne faites pas de modification. Le numéro de sécurité sociale, pour avoir la véracité de ce numéro, je vous rappelle que ce n'est pas la carte verte qu'il faut avoir, il faut détenir l'attestation carte vitale que le salarié doit vous fournir à l'embauche et qu'il peut récupérer sur son compte Amélie ou auprès de toute borne en pharmacie pour en éditer un nouvel exemplaire. La carte vitale verte n'est pas obligatoirement un vrai papier, malheureusement. Il y a énormément de fraude à la sécurité sociale. Donc, ne vous basez pas sur cette carte verte, basez-vous réellement sur l'attestation CPAM de 3 pages avec tout le référencement. Donc, vraiment 2 attitudes à avoir. D'abord, je vérifie mon document source officiel. Si l'erreur vient de ma saisie dans Silae, alors je rectifie dans sa fiche salariée. Soit l'erreur vient de ce que l'État connaît, et donc c'est le salarié qui doit intervenir pour faire les changements. Si vous optez pour une régularisation, j'ai changé de slide trop vite. Si vous optez pour une régularisation automatique à l'ouverture de l'alerte, une fois que vous avez fait vos vérifications, c'est Silae qui va vous faire le changement. Vous n'avez même pas besoin d'aller saisir dans la fiche du salarié. Il va lui switcher les données. On souhaitait aussi vous alerter, alors c'est pas tellement Silae une nouveauté, mais c'est l'utilisation de Silae, et on s'est rendu compte en faisant nous-mêmes certaines payes pour certains d'entre vous, qu'il y avait un point d'attention à avoir. Quand un salarié est absent tout le mois, quand il est malade, généralement, dans votre outil de paye, Easy at Work ou GPP, vous notifiez bien que ça va du premier au dernier jour du mois, c'est de la maladie. S'il est en congé, souvent, vous mettez aussi toute la période. Quand ce sont des absences injustifiées, généralement, vous allez pointer dans l'outil, jour par jour qui est théoriquement planifié, une absence. En conséquence, quand on exporte ces données dans l'outil de paye Silae, il a une information chaque jour d'une absence injustifiée. Pour autant, vos salariés sont souvent à temps partiel. Ils ne travaillent pas tous les jours. Donc, ce que reçoit Silae comme information, c'est par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, absence injustifiée. Pour chaque jour, j'ai une petite bulle d'absence. J'ai rien vendredi, samedi, dimanche. De nouveau, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. tout le mois. En soi, étant donné que sa répartition de temps de travail, elle est bien du lundi au jeudi, ça met 0 heure à payer. On est d'accord, ça revient au même en brut. Pourtant, vu qu'on donne à Silae l'information que potentiellement il y a une reprise entre les 2 types d'absence,
il va déclencher des ratios de droit à CP dans les éléments calculés. Donc, il faut être vraiment vigilant sur les gens absents tout le mois. Il faut retraiter. Alors, soit au départ, dans votre outil GPP ou Easy at Work, vous retraitez l'absence de quelqu'un, c'est-à-dire avant d'extraire, vous vérifiez l'intégralité des données. Et s'il est absent en injustifié tout le mois, vous faites en sorte qu'il n'y ait qu'une seule absence globale du premier au dernier jour du mois. Si vous n'y avez pas pensé au moment de l'import et de la vérification de vos payes dans le bulletin, il convient dans Silae, alors c'est un petit peu long, mais il faut le faire, c'est important, de supprimer toutes les petites bulles jour par jour et de ne saisir qu'une absence complète de date à date pour le mois au titre de l'injustifié, du sans solde, voilà. Ça a quand même une conséquence importante sur les droits ACP, donc soyez vigilants à bien retraiter cette absence. Donc soit en amont dans votre outil avant import, soit dans le bulletin de la personne dans Silae après import. On en a fini avec les fonctionnalités Silae et les petites nouveautés. On va aborder désormais les 2 points assez importants de la DSN à venir et des payes à venir, qui sont vos obligations déclaratives via la DSN d'avril 2025. Donc, pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise, quel que soit son effectif, a l'obligation de déclarer les salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés. Ça se fait par le biais de la fiche salarié, dans laquelle on a un petit bouton information complémentaire qui permet d'aller donner la reconnaissance, le type de reconnaissance, les durées, les taux d'incapacité, les dates de validité de ces reconnaissances. Donc, évidemment, pour rappel également, un salarié n'a pas l'obligation de vous dire qu'il est reconnu travailleur handicapé. Pour autant, je vous invite à les relancer chaque début d'année pour rappeler que ça peut leur permettre des avantages, des reconnaissances particulières. Voilà, n'hésitez pas à les relancer. Ce sera sur le volontariat, mais enfin, parfois, ça marche et ça permet d'éviter la suite, à savoir la taxe. Donc, déjà, la déclaration, et après, c'est transparent pour vous, parce qu'à partir du moment où vous l'avez saisi dans la fiche salariée, automatiquement, ça va être contenu dans la DSN, dans un des segments. Vous ne le voyez pas, mais la personne est codifiée en ce sens. Et donc, ça veut dire qu'au mois le mois, dans vos DSN mensuels de cotisation, vous respectez votre obligation de déclarer les bénéficiaires de cette obligation d'emploi de travailleur handicapé, qu'on appelle les BOETH. Donc, ça peut être différentes reconnaissances avec Silae et dans l'outil, vous avez vraiment tout ce qui est possible à ce jour. Il vous faut bien entendu le justificatif, toujours. On ne saisit rien sans le justificatif. L'autre obligation liée à ces travailleurs handicapés, c'est que si on est une entreprise de plus de 20 salariés, on a alors une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ce pourcentage est de 6% de votre effectif. Et si vous n'atteignez pas ces 6% de votre effectif, vous allez devoir une taxe à l'État. Bon, cette taxe, vous la connaissez, c'est 400 ou 500 fois le SMIC horaire fois le nombre de BOTH non employés. Donc, ça peut être faramineux en termes de coûts. Et pour faire cette déclaration, à la fois pour vérifier que nos effectifs sont bien comptabilisés, que notre pourcentage est bien déclenché, que l'on a bien les gens bénéficiaires reconnus et validés dedans, nous avons via Silae un module qui va vous permettre de vous assister et de faire toutes les incrémentations automatiques. Donc pour ça, il faudra faire déjà dans un premier temps vos vérifications. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui et d'ici le 15 mai 2025 où vous allez faire votre TSN, il va falloir bien vérifier qu'au titre de 2024, vous ayez bien dans votre base Silae codifié vos salariés reconnus comme tels. Donc, pour pouvoir au préalable vérifier que vous n'avez oublié personne, vous pouvez, par l'outil que vous avez en haut de votre état d'avancement qui s'appelle outil modification salarié, aller chercher sur le bandeau des filtres à droite les gens travailleurs handicapés et vous allez avoir un tableur Excel à l'écran avec les gens qui sont codifiés dans Silae comme tel. Ça va vous permettre de vérifier que vous n'en avez oublié aucun. Si vous n'avez oublié personne, parfait, on passe à l'étape 2. Il va falloir vérifier la notion d'effectif. L'URSSAF, depuis mi-mars, vous a adressé un courriel ou un courrier vous permettant d'avoir les différents
effectifs, donc OETH, vraiment votre effectif de l'entreprise, BOETH, c'est-à-dire les gens reconnus comme tels, et ECAP. Donc ça, ce sont des personnels qui ont un métier particulier, qui sont reconnus comme pouvant venir diminuer votre obligation. Dans la restauration rapide, il n'y a pas d'emploi référencé ECAP, donc vous n'êtes pas concerné. L'URSSAF vous envoie un listing avec justement ces 3 données d'effectifs et il faut les vérifier avec Silae. Donc, dans Silae, vous avez l'analyse de l'effectif qui vous permet aussi de comparer au courrier de l'URSSAF. Si tout est OK et que vous êtes exactement pareil que l'URSSAF à un dixième ou un centième près, pas d'inquiétude, on ne change rien. Si vous voyez des écarts significatifs, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez 3 personnes et l'URSSAF vous dit que vous n'en avez que 2, alors à ce moment-là, il convient de contacter l'URSSAF sur votre interface de compte employeur, leur donner le justificatif supplémentaire de la 3e personne que vous identifiez et qu'ils mettent à jour votre connaissance. À l'inverse, si eux vous disent que vous en avez 3 et vous n'en voyez que 2, c'est là où il faut se dire, mince, qui j'ai oublié et repointer correctement nos salariés. Donc, pour rappel, l'URSSAF vous donne ces indications parce que théoriquement, ils croisent leurs données et ils savent calculer avec vos DSN qui est reconnu ou ne l'est pas et quel est votre effectif global d'entreprise. Une fois que tout ça est finalisé, et avant de générer et calculer votre DSN d'avril, il faudra lancer votre module dans Silae, le module DOTH. Donc, vous allez utiliser dans votre bandeau en haut de votre état d'avancement le bouton DSN. Vous cliquerez sur la petite flèche et vous allez choisir le menu DOTH. En lançant ce menu, vous aurez une interface globale qui va se calculer toute seule au titre de 2024. Elle va vous indiquer vos effectifs, les 3 niveaux qu'on vient de voir, ceux que l'URSSAF aura fait retomber, puisque pareil, avec un CRM, on les reçoit aussi dans l'outil Silae automatiquement. Elle va vous faire le calcul de votre taxe due. Donc, si vous remplissez votre obligation 0 et tout va bien, c'est fini, vous fermez. Ou vous n'avez pas atteint le BOTH nécessaire, il en manque ou il n'y en a pas du tout. Ça vous calcule un montant de taxe brute qui est dû. À la suite de ça, vous allez avoir toutes les dépenses déductibles possibles à renseigner. Ça n'est pas automatique. Il faudra venir mettre les montants des éventuelles dépenses déductibles. Et en bas du formulaire, vous allez trouver donc le calcul net de cette taxe avec encore le switch potentiel. Si vous devez payer plus cette année, vous aviez moins l'année dernière, il y a un décompte de 50% de la différence. Vous ne payez pas plein pot tout de suite. Attention, tous ces systèmes de décote, de dégressivité et de déductibilité n'auront plus lieu en 2026 au titre de 2025. Une fois que vous avez fini ce calcul, vous validez, vous n'avez plus rien à faire. Quand vous allez calculer votre DSN mensuel de cotisation, vous verrez apparaître, si vous êtes redevable d'un montant, une ligne dans le bloc URSSAF au niveau des cotisations, qui est le code CTP 730. Et si vous êtes redevable d'un montant, il va s'afficher. Pour rappel, c'est l'URSSAF qui collecte et qui reverse ensuite à la GFIF. L'autre module très important avec cette DSN du mois d'avril 2025, c'est le solde de la taxe d'apprentissage. Également, pour rappel, donc cette taxe d'apprentissage, ça permet de financer les dépenses de l'apprentissage et des formations technologiques par les entreprises. Vous n'êtes pas concerné, mais je vous redonne quand même la règle. On est exonéré de cette taxe quand on emploie des apprentis et que notre masse salariale est inférieure à 6 SMIC. Bien évidemment, vu votre gestion de personnel, vous êtes bien au-delà en masse salariale, donc forcément, vous êtes redevable de la taxe principale, à la fois dans son module principal et le petit reliquat qu'on appelle le solde et qui fait l'objet de cette information. Donc, la part principale, les 0,59% de la masse salariale, elle est au fil des mois payée, déclarée et payée via votre DSN URSSAF. Ça fait quelques années maintenant que vous la voyez apparaître, ainsi que la formation continue d'ailleurs dans son bloc légal. Et le petit reliquat, les 0,09%, eux sont séparés. Alors, pourquoi ils sont séparés? Parce que sur ces 0,09%, vous avez encore la liberté de pouvoir les allouer à une école de votre choix.
Donc, à l'époque, hein, on faisait ça via des bordereaux papier au CCI ou alors directement à des écoles, etc. Donc, ça a été dématérialisé, ça passe par la DSN et voilà quel va être le chemin de traitement. Donc, ce solde, on va devoir le calculer, le vérifier, l'intégrer dans la DSN d'avril et qu'est-ce qui va se passer? L'URSSAF va le collecter. Une fois qu'elle est collectée par l'URSSAF va le déposer sur la caisse des dépôts et consignations. Là, ça dort tranquillement, l'État se fait des petits dessus et ensuite, à partir de fin mai, début juin, vous allez avoir l'ouverture du site Soltea qui va vous permettre d'aller récupérer les fonds qui étaient déposés sur la caisse des dépôts et consignations et de choisir l'école, l'institut, la fac, enfin la filière de votre choix que vous souhaitez subventionner par le biais de ce reliquat de taxe d'apprentissage. Donc, il faudra faire votre choix. On vous rappellera la campagne informative à ce sujet dès que ce sera disponible. Et ça, vous y avez accès via votre compte Net Entreprise. Comment faire dans Silae pour générer le montant qui est dû? Toujours pareil, hein, avec le même module, ce petit bouton DSN, la flèche, le menu déroulant, et vous choisirez en bas taxe d'apprentissage. Ça vous ouvre un module sur lequel il faut bien choisir le millésime. Vous choisissez l'année 2024 puisqu'on paye là en avril le reliquat de l'exercice précédent. Donc ça, le millésime, c'est en haut à gauche de votre écran et vous devez cliquer sur vérifier le résultat à droite de votre écran. Donc là, s'il avait fait une petite moulinette, va vous ouvrir un tableur de suivi qui vous permet de voir au mois le mois le calcul de la part principale, le calcul du solde libératoire et vers le bas, vous y trouverez un petit encart qui vous dit que via la DSN d'avril, vous devez tant d'euros au titre du solde libératoire de la taxe d'apprentissage. Pour être sûr de ce montant, qu'il n'y a pas eu de couac, d'ambiguïté, vous devez aller le contrôler avec le détail des cotisations de l'année 2024. Donc, en vous positionnant, en allant visualiser N-1, afficher N-1 sur votre état d'avancement, vous allez sélectionner vos bulles de janvier à décembre et vous allez demander l'édition du détail des cotisations. À l'écran, vous trouverez en bas de ce détail, un peu avant le prélèvement à la source, une ligne concernant ce solde de la taxe d'apprentissage et vous vérifiez bien que ça correspond à ce qu'il y a sur ce module Silae. Quand tout est OK, vous validez, vous fermez. En conséquence, dans votre DSN d'avril, quand vous allez la générer, vous allez avoir automatiquement une petite ligne supplémentaire qui sera avec le code CTP 995 et qui indiquera le montant que vous devez verser. Donc, pour rappel, c'est l'URSSAF qui vous le collecte. Donc, ça va être prélevé avec vos charges des salaires d'avril 2025, bien que ça concerne l'exercice 2024. Donc, voilà pour ma part les points que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a éclairé certains points. N'hésitez vraiment pas à nous faire passer vos demandes de précision, vos remontées, vos commentaires, vos suggestions. Et nous vous remercions pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire, certainement au mois de juin. Bonne journée. Au revoir.